Démographie croissante, déficit en logements sociaux, autant de défis à relever par les acteurs de l'habitat. Demain, lundi 6 octobre, à l'occasion de la journée mondiale consacrée au domaine, ces questions seront au centre des débats, d'où le choix du thème de cette édition, réponse aux crises urbaines, le message du ministre de l'Urbanisme adressé à ses concitoyens dans ce journal. À la découverte des merveilles architecturales de notre pays, précisément dans la ville de Gundam, les maisons sont faites à partir de briques cuites avec des matériaux fabriqués à base d'argile mourée puis cuite, un savoir-faire hérité et transmis de génération en génération. Ces dates à retenir dans l'agenda des événements chez nous, ce sont les 9, 10 et 11 octobre prochains. C'est à la faveur du festival Triangle du Balafon qui signe son grand retour après quelques années d'interruption. Pendant 3 jours, la capitale du Kénédougou va vibrer au rythme du balafon du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Mali. En sport, coup d'envoi de l'édition 2025 du tournoi de football de l'UFEA Zone A cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Famourou Djourté était sur place pour l'ERTM, son compte rendu en fin d'édition. Dimanche 20h, bonsoir à tous. Le Mali et la communauté internationale célèbrent demain lundi 6 octobre la journée mondiale de l'habitat. Cette journée intervient à un moment où la démographie va croissante dans nos villes avec ses multiples défis et contribue au déficit en logements sociaux. C'est pourquoi le thème retenu est réponse aux crises urbaines. En prélude à cette journée, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population a adressé un message à ses concitoyens. Tchemoro Konaté nous donne la quintessence de ce message dans ce résumé. Suivons. Vue panoramique de Bamako, la plus grande agglomération du Mali, augmentation du taux de natalité, exode rural, présence massive de plusieurs autres nationalités intermaliennes sont autant de facteurs favorisant la démographie galopante ici à Bamako, comme bien entendu dans les autres villes. Une forte concentration avec ses multiples défis. Nos cités font face à une pression démographique qui accentue le déficit en logement décent, des inondations récurrentes qui menacent les habitations et les vies dans des quartiers précaires, des difficultés d'accès aux services de base, notamment l'eau potable, l'électricité, l'assainissement et les soins de santé, des déplacements forcés de nos frères et sœurs fuyant l'insécurité venant grossir la population des périphéries urbaines dans des conditions souvent très difficiles. Ce qui constitue ce qu'on pourrait qualifier de crise silencieuse selon le ministre Touré. Voilà pourquoi, à l'occasion de la journée mondiale de l'habitat, le thème choisi est réponse aux crises urbaines. Un thème qui résonne avec une particulière acuité dans nos villes, en pleine mutation. Face à cette réalité, l'heure est à l'action, à la résilience et à l'intelligence collective. D'où l'impérieuse nécessité d'élaborer une stratégie nationale de refondation des villes maliennes à décliner en 5 axes prioritaires. Premièrement, le renforcement de la gouvernance urbaine. Il s'agit de contribuer à accélérer le processus de décentralisation en appuyant les communes dans leur capacité de planification et de gestion des risques. Deuxièmement, le lancement d'un vaste programme Ville Zéro, Habitat précaire. L'objectif est de restructurer les quartiers informels les plus vulnérables, de les doter en infrastructures de base et de promouvoir davantage la construction de logements sociaux accessibles. Accélérer la régularisation foncière pour offrir à chaque Malien la sécurité sur sa parcelle. Troisièmement, inciter et contribuer à investir massivement dans les infrastructures résilientes. Cela passe par la construction de bassins de rétention, le curage systématique des ouvrages de drainage avant l'hivernage et le développement de systèmes d'assainissement durables pour mettre un terme au cauchemar des inondations. Quatrièmement, faire de la jeunesse malienne notre principal partenaire. Inciter et contribuer à la création de brigades vertes urbaines pour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Soutenir l'entrepreneuriat vert et l'innovation dans le BTP pour qu'il y ait des emplois tout en bâtissant la ville de demain. Enfin, intégrer davantage l'accueil et la réinstallation des personnes déplacées dans nos plans d'urbanisme. C'est à cela, espère le ministre Touré, que nos villes devront leur salut et leur résilience aux intempéries. Des villes qui protègent leurs habitants tout en préservant leur dignité et en leur offrant des opportunités dans tous les domaines. Des objectifs ambitieux qui nécessitent l'implication de l'ensemble des forces vives de la nation.
Et sur les pas de Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Diarra Djeneba Sanogo, je vous le rappelle, depuis un moment, sillonne les marchés de la capitale pour aller à la rencontre des braves dames qui l'animent. Ce soir, cap sur le marché de Sougokoro de Niamakoro dans l'arrondissement 6 de Bamako. Sur place ce samedi, au programme, écoute, observation et discussion ont permis à Madame le ministre de toucher du doigt les préoccupations des unes et des autres. Maïmouna Guindo, Tchédje Kamara. Elles ont longtemps attendu pour se faire entendre. Ce samedi, les femmes du marché de Niamakoro ont enfin eu une oreille attentive, celle de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Diarra Djeneba Sanogo est allée à la rencontre de ces braves commerçantes, piliers de l'économie locale, pour recueillir leurs préoccupations, lesquelles se résument à la problématique de l'accès au financement ou encore le manque d'espace adapté pour exercer leurs activités. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la continuité de mes visites de proximité aux femmes du Mali. Donc j'ai commencé dans certaines régions. J'ai fait 2 marchés à peu près et le 3e marché c'est ici. Bon, la principale préoccupation se situe au niveau d'espace. Donc elles sont en manque d'espace sur le marché. Donc elles souhaiteraient être bénéficiaires d'espace sur le marché pour qu'elles puissent réaliser leurs activités génératrices de revenus qui sont très généralement le commerce. Il y a le commerce, il y a la transformation agroalimentaire, toute activité génératrice de revenus que ces femmes peuvent réaliser au niveau du marché. La plupart d'entre nous, environ 90%, sont des veuves qui n'ont comme seule source de revenus que le commerce. Les autres femmes travaillent pour soutenir leurs époux dans les charges du foyer. Nous dépendons entièrement de ce marché pour vivre, mais nous manquons d'espace et la situation devient difficile. Nous demandons à la ministre de sécuriser, de reconstruire et d'agrandir le marché. Pour la ministre, cette démarche s'inscrit dans une volonté de gouvernance participative, aller vers les femmes, comprendre leurs réalités et trouver avec elles des solutions durables pour le bonheur de toutes. L'important, c'est d'être à côté de ces femmes et prendre en compte les préoccupations et ensemble, comme je l'ai si bien mentionné, avec les autres membres des autres départements ministériels qui sont concernés pour prendre en compte ces différentes préoccupations mentionnées par les femmes du marché. Diarra Djeneba Sanogo et son équipe ont joint l'acte à la parole. L'activité a été marquée par une vaste opération de ramassage d'ordures dans l'enceinte du marché. Cérémonie de remise de distinction aux finalistes de Maxi Vacances 2025. Le RTM, en partenariat avec Orange Mali, célèbre la créativité des jeunes talents maliens. Des récompenses honorifiques remises aux gagnants des 7 disciplines en compétition. C'est en présence du ministre Abdul Kassim Ibrahima Fomba, du directeur général de l'ERTM ainsi que de nombreuses personnalités. Hassan Baba Djambélé a rappelé avec émotion que Maxi Vacances est une émission des jeunes par les jeunes et pour les jeunes. Un symbole fort d'une jeunesse prête à bâtir le Mali Koura à travers la culture, l'art et le savoir. Soumaou Aïdara nous fait le compte-rendu. L'ORTM couronne les champions de Maxi Vacances 2025 avec des prix allant de 50 000 à 250 000 francs CFA. Ces prix récompensent les lauréats des disciplines en compétition, à savoir l'élection Miss, la danse chorégraphique, la musique, la culture générale, le slam, l'art oratoire et l'humour. Les 3 premiers de chaque catégorie ont été honorés, sauf en humour où 2 candidats sont primés. Non, je suis très contente de rapporter ces premiers prix. Donc, ce que je peux dire, les handicapés visuels peuvent participer au concours et d'être les meilleurs. Maxi, c'est de faire en sorte que pendant les vacances, les jeunes puissent joindre, comme on dit, l'utile à l'agréable. Ça nous donne de l'espoir, ça veut dire que les jeunes, malgré tout, sont conscients de leur rôle aujourd'hui dans le développement du pays et c'est le plus important. Et nous espérons, comme l'a souligné le monsieur le ministre,
que Maxi va aller dans les pays de l'AIS. C'est l'idée qu'il a lancée. Pourquoi ne pas organiser Maxi dans les pays de l'AIS? Je pense que ce serait une très bonne chose. La réussite de Maxi Vacances est portée par un partenariat solide entre l'ORTM et Orange Mali. Les cadeaux et les prix, c'est vraiment déjà pour récompenser les meilleurs. Et aussi pour les encourager. Qu'ils sachent que lorsqu'on fait du travail et lorsqu'on fait du bon travail, derrière, il y a une récompense. Parrain de l'activité, le ministre chargé de la jeunesse a rappelé que l'événement dépasse le simple divertissement pour s'inscrire dans la politique gouvernementale de valorisation et d'autonomisation de la jeunesse. Maxi Vacances, c'est aussi ce cadre-là où les jeunes montrent un peu leur talent, savent ce qu'ils savent faire, mais aussi ils apprennent. Il y a les questions de culture qui sont là. Donc ça anime vraiment la jeunesse et c'est vraiment une des missions de notre département. Et je pense que Maxi Vacances nous aide énormément dans ce processus-là. Les 3 mois de Maxi Vacances pour l'ORTM sont des moments de compétition culturelle et artistique pour permettre à la jeunesse de s'approprier les valeurs maliennes pour gagner le pari de l'éducation des jeunes du Mali. Vivement l'édition prochaine de Maxi Vacances. Commémoration ce dimanche 5 octobre de la journée internationale des enseignants à Bamako, occasion pour les gardiens du savoir de parler de leur savoir-faire à travers des conférences débats. L'événement s'est tenu au lycée Ba Aminata Diallo, El Bad. Le compte rendu de Douranti Diakiti et Rama Kamara. Échanger sur le rôle de l'enseignant dans la formation des nouveaux citoyens en lien avec les valeurs culturelles du Mali et le reboisement sont entre autres activités qui animent cette année au Mali la journée internationale des enseignants. Cette année, l'occasion est très bonne de prendre une thématique qui est en lien avec l'actualité, c'est-à-dire les valeurs culturelles. Quand le gouvernement vient d'adopter les recommandations des États-Unis de l'éducation, et parmi ces recommandations, les premiers piliers qui estiment être pour la refondation du système éducatif de notre pays, c'est les valeurs culturelles et les savoirs endogènes. Donc nous avons estimé qu'il serait bon d'appeler le monde éducatif et que nous discutons sur cette question-là. Parce que si on parle de refondation, si on parle de valeurs culturelles, ça ne peut passer que par l'école. Mais nous avons profité quand même de la journée pour rappeler quelques difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés, notamment la question de la convention collective des enseignants du privé. Des difficultés sur lesquelles le ministère des tutelles travaille, assure la représentante du ministère de l'Éducation nationale. Devant un problème, il faut toujours trouver une solution. Donc on est à la recherche des solutions et Inch'Allah on trouvera les solutions et au moment opportun. J'invite les enseignants à se mettre au travail pour que l'école malienne aille de l'avant. Rappelons que cette journée a été initiée en 1994 par l'UNESCO à la suite de la signature d'une de ses recommandations appelée la recommandation de 1966 concernant les conditions de travail du personnel enseignant. Et nous commençons notre page culture en vous amenant à la découverte des merveilles dont regorge notre pays. Ce soir, nous parlons d'architecture. Partons dans la région de Tombouctou. Les techniques architecturales traditionnelles varient selon les milieux. Prenons la ville de Goundam. Elle se distingue par l'utilisation de briques cuites, un savoir-faire hérité et transmis de génération en génération. Les matériaux sont fabriqués à base d'argile moulée puis cuite. Et ce n'est pas tout. Nadjim Baba Sissé et Maouloud Tandida nous indiquent qu'ils ne servent pas seulement à embellir les constructions, mais surtout à les protéger des catastrophes naturelles comme les inondations ou les pluies diluviennes. Reportage. Les briques cuites sont des matériaux solides, fabriqués à base d'argile, de forme rectangulaire ou carrée. Elles servent principalement à revêtir les maisons en banco, mais sont également utilisées comme des éléments de décoration intérieure. À Goundam, ces briques représentent un véritable pilier de l'architecture locale. Elles constituent la base de l'identité de la ville. Les premières briques cuites les plus anciennes que nous avons connues sont les plus résistantes. Et ces briques continuent à résister. Donc ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui peut apporter un plus aux plus pauvres qui ont chaque année à reprendre le revêtement de leurs murs, etc. Donc une fois qu'on l'a en briques cuites, ça veut dire que c'est garanti pour un long temps. Contrairement à d'autres localités de la région où leur usage est souvent différent,
À Gundam, elles sont omniprésentes, aussi bien dans les habitations privées que dans les bâtiments publics. La fabrication de ces briques est un travail minutieux effectué par les femmes, souvent regroupées en associations. Pour elles, ce métier est à la fois un héritage culturel et une source importante de revenus. Aujourd'hui, on gagne, mais pas comme avant. Parce qu'avant, les gens connaissaient son valeur et tout le monde vient chercher. Mais aujourd'hui, on gagne un peu. L'argile est d'abord soigneusement pétrie, puis découpée en morceaux avant d'être placée dans les moules rectangulaires. Une fois moulées, les briques sont séchées à l'ombre pour éviter les fissures causées par le soleil, puis cuites à l'aide de bouses, une méthode traditionnelle. Alhamdulillah, Dieu merci. Travailler et vivre dignement, c'est tout ce qui nous anime. Rien ne vaut cela. C'est vrai qu'on a des difficultés dans ces métiers, mais nous ne connaissons que ça. Et nous allons continuer à l'exercer parce que notre vie en dépend. Actuellement, chaque brique est vendue à 15 francs. Djamtoko Djitei, habitant de Gundam, en a fait le revêtement de sa maison à une époque où elle coûtait 2 fois moins cher. Moi, les briques cuites que vous voyez devant ma porte, depuis qu'on vendait un brique à 5 francs, un brique cuite à 5 francs, j'ai payé. Et aujourd'hui, un seul brique coûte 15 francs. Avec les briques plats, là, il y avait des gens qui ont demandé ça, on a fait ça en matière et c'est acheté aussi. Il y a même des gens de Tombouctou qui recommandent ça parfois, mais maintenant ça ne marche pas. Mais on demande à l'autorisation de impliquer toujours l'ancien pratique. À Tombouctou, leur usage est légèrement différent. Elles sont utilisées non seulement pour prévenir l'infiltration des eaux de pluie par la toiture, mais aussi pour embellir les salons. L'introduction de cette technique pourrait remonter à l'époque coloniale. En premier lieu, c'étaient les Blancs qui avaient commencé l'usage de ces briques dans leur maison. Ils les transportaient de Gundam où elles sont confectionnées, avec des dimensions en rectangle ou carré mesurant 7 cm de large et 14 cm de long. Pour 1 mètre carré, il faut 74 morceaux de briques. Vers les années 70 à 80, un commandant de cercle qui était là, qui avait fait recouvrir tous les bâtiments administratifs en briques cuites. Et ça a apporté beaucoup d'argent, n'est-ce pas, à nos potiers qui fabriquaient ça. Beaucoup d'argent. Et au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, on continue à profiter de ça. Et ça a été même le début de la coopérative des potiers pour promouvoir cette situation. Donc c'est un apport pour les populations, c'est un apport pour les bâtiments. Et c'est pourquoi nous souhaitons que les gens continuent quand même à utiliser ça. Ainsi, de simples blocs d'argile façonnés avec soin deviennent à Gundam et ailleurs bien plus que des matériaux de construction. Ils racontent une histoire, incarnent une culture et perpétuent un savoir-faire transmis de génération en génération. Ces dates à retenir dans l'agenda des événements du pays, ce sont les 9, 10 et 11 octobre prochains. C'est à la faveur du Festival Triangle du Balafon qui signe son grand retour après quelques années d'interruption pendant 3 jours. La capitale du Kénédougou va vibrer au rythme du Balafon, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali. Ce rendez-vous culturel majeur marque un trait d'union entre nos peuples en valorisant ce que nous avons en partage. Yourou Baladjabate et Suleiman Bamba nous parle du lancement de la 9e édition. Ce sont les notes musicales du génie du Balafon, Suleiman Traoré alias Neba Solo, qui donnent le temps au lancement de la 9e édition du Festival Triangle du Balafon. Après quelques années d'interruption, le Festival Triangle du Balafon retrouve ses lettres de noblesse à Sikasso. La 9e édition très attendue et qui a pour thème le Balafon, symbole de la transformation sociale dans un nouvel espace souverain, est officiellement lancée dans la mythique salle Lamissa Bengali, baptisée du nom d'une figure emblématique du Balafon. Depuis sa création, le Festival Triangle du Balafon est devenu un rendez-vous incontournable pour la valorisation de nos cultures, mais aussi
un levier de rapprochement entre le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée et d'autres nations amies. Un des axes du plan stratégique de développement régional de Sikasso est le renforcement de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine touristique et culturel. C'est dans ce sens que le Conseil régional de Sikasso soutient et encourage les initiatives culturelles. En marge de ce lancement, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a apporté son soutien à l'industrie culturelle locale. C'est ainsi que 3 opérateurs culturels ont bénéficié d'un appui financier global de 10 millions de francs CFA, 2 millions pour le centre artisanal de Nakomo dans le secteur de Kadjolo, 3 millions pour le centre Zano Traoré de l'artiste Neba Solo et 5 millions pour le musée régional. Cette édition s'annonce très riche avec la compétition des troupes artistiques des pays invités et du Mali et des innovations notoires comme le forum de Sikasso qui fait appel à des experts autour du balafon, la nuit des lauréats, l'animation sur 4 sites off en vue de renforcer l'appropriation du balafon par les Sikassois. Pour joindre l'utile à l'agréable, les anciens ont esquissé quelques pas de danse, donnant le ton à une édition qui s'annonce festive et prometteuse. La présentation sur scène de Sigida Nyeta, suivie de la signature de contrat entre les entrepreneurs culturels et le département de la culture et la remise symbolique des chèques géants aux bénéficiaires ont constitué quelques moments forts de la cérémonie. Rappelons que les activités du festival Triangle du Balafon se tiendront pendant 3 jours à Sikasso, les 9, 10 et 11 octobre prochains. Elles regrouperont les troupes du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Mali, avec le Niger comme pays invité au nom de l'AES. La marraine du mois de septembre de l'année de la culture, la diva Ami Koïta, l'une des légendes vivantes de la musique mandingue, face aux artistes, jeunes talents, acteurs culturels et passionnés de la musique. Le thème abordé était aussi profond qu'urgent, les échanges intergénérationnels, le Djelia Kounou Anibi. Un reportage de Moussa Kamara et Siriki Koulibaly. Dès les premières minutes, Ami Koïta donne le ton, voix posée et regard habité, elle retrace avec force et émotion son parcours de Djeli. Elle insiste sur la rigueur, l'éthique et le respect des codes ancestraux qui font du Djelia bien plus qu'un métier, une mission. Djelia est de l'Alédéo. Le Djelia, depuis fort longtemps, un élément essentiel dans notre société. Le Djelia est un élément qui fortifie, qui favorise l'entente et la cohésion sociale. La conférence a également laissé place à un moment musical intense. A cappella, Ami Koïta a entonné un extrait de Mamaya, déclenchant ainsi une vive émotion dans la salle. Avec plus de 40 ans de carrière et plus de 20 albums, l'enfant de Badougou Djoliba incarne une légende vivante de la musique mandingue. Lors de cette conférence débat du mois, les jeunes artistes lui ont exprimé admiration et gratitude. J'ai appris la signification de So. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège de comprendre en fait ce que c'est que ça. Bien d'autres choses sur Krina. On a eu vraiment à apprendre vraiment de cette grande dame et à apprendre du Djelia même, encore une fois de plus, comme on ne finit jamais d'apprendre. Le représentant du ministère en charge de la culture n'a pas caché sa satisfaction. Ami nous a expliqué, Ami Koïta nous a expliqué le sens de ce que c'est qu'un griot. Griot, c'est celui qui fait le lien entre les gens, qui maintient la cohésion sociale et qui exprime son dambé à travers ce rôle-là, à travers cette mission de recherche de cohésion, de mettre les alliances entre les différentes communautés, entre les différents clans. Et elle nous a également expliqué les sources d'inspiration. En faisant résonner la parole des anciens dans un monde en pleine mutation, Ami Koïta ne s'est pas contenté de parler de Djelia.
elle l'a incarné et face à une jeunesse curieuse et attentionnée. Ce qui va suivre, ça se passe à Kayes et on peut la qualifier de mission accomplie, celle de créer un espace de dialogue entre la justice et les citoyens afin de renforcer son efficacité tout en corrigeant les insuffisances structurelles et conjoncturelles qui la minent depuis plusieurs années. Les concertations régionales sur la justice à Kayes ont largement répondu aux attentes, nous dit Kansoutou Kanouti. Ces concertations régionales sur la justice à Kayes, organisées par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, ont regroupé 2 jours durant le président des concertations régionales de Kayes, Kita Ignoro du Sahel, les acteurs de la justice, les mandataires des concertations locales, les membres du corps préfectoral du ressort de la Cour d'appel, les services régionaux, les légitimités traditionnelles, entre autres, autour de cette thématique, à savoir les conditions de distribution de la justice, la restauration de la confiance des justiciables en justice, les perspectives du développement du secteur, les défis de la justice pour la stabilité et la paix sociale, la gestion pénitentiaire, entre autres. À l'issue des travaux, des recommandations ont été formulées par les participants. Le renforcement des ressources humaines. Ensuite, par rapport aux infrastructures, il faut rapprocher la justice des justiciables. Il faut opérationnaliser les nouveaux cours et tribunaux et réhabiliter aussi les tribunaux. Et ensuite, décentraliser le pôle économique, financier et puis de cybercriminalité. Parce qu'on a vu que tout ça s'est centralisé à Bamako. Nous osons espérer qu'avec ces recommandations que nous allons mener à Bamako et ajouter aux autres recommandations des autres régions, nous pensons que la justice malienne pourra avoir un nouveau visage, soit encore que la refondation qui est en cours puisse bien profiter à la justice à travers ces différentes recommandations. Nous avons été très satisfaits en ce qui concerne nos populations. Toutes les préoccupations ont été évoquées et ont été prises en compte dans les recommandations. Ces concertations régionales sur la justice dans la capitale des rails s'inscrivent dans le cadre de la tenue très prochaine du Forum national sur la justice à Bamako. Et en 3e région, la coalition des organisations de la société civile de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite veut favoriser les initiatives de renforcement des capacités des acteurs locaux. Comment? Réponse avec Moussokoro Sérémé et Taïrou Konati. En décentralisant la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, les acteurs de mise en œuvre du projet LUCI 2 ambitionnent de bâtir une gouvernance plus transparente, plus inclusive et plus sensible aux préoccupations des femmes, des jeunes et des couches vulnérables de la région de Sikasso, en mettant à leur disposition les mécanismes de détection, de dénonciation et de suivi. La société civile doit jouer son rôle, qui est par exemple la dénonciation. Donc contribuer à aider les structures de lutte contre l'enrichissement illicite, parce que nous ne sommes pas partout, mais si on nous informe des pratiques qui sont des présomptions d'enrichissement illicite, nous pouvons faire des investigations. Le cadre renforce ainsi la compréhension des participants sur les impacts de ces fléaux et partage avec eux les missions et le contenu des rapports des structures de répression et de contrôle en vue de son appropriation par les différents acteurs. Il y a des données qui sont mises dans ce rapport, mais il y a parfois sur les réseaux sociaux, ces rapports sont utilisés pour diffamer certains responsables. Donc l'objectif principal, c'est de donner la clé de lecture de ces rapports aux citoyens lambda et permettre aussi à ces citoyens de faire des recommandations qui peuvent permettre d'améliorer le travail de ces structures. Il est dorénavant essentiel que nous allions au-delà des discours et que nous concrétisions nos engagements en faveur de la lutte contre la corruption dans le respect des principes d'équité et de développement durable. Cette initiative du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement et de la coalition des organisations de la société civile de lutte contre la corruption, bénéficie de l'appui du Royaume des Pays-Bas et de celui de l'ambassade du Danemark.
Et dans notre grand format de ce soir, c'est un SOS. Il nous vient de Badjangara, précisément du centre régional en médecine traditionnelle, créé en 1986 avec l'appui de la coopération italienne. Il est aujourd'hui à bout de souffle. Faute de moyens pour promouvoir ces médicaments traditionnels améliorés, cette structure technique régionale de l'Institut national de recherche en santé publique risque de voir ses efforts anéantis en disparition des acquis importants dans la lutte contre des maladies courantes comme le paludisme, l'hépatite, la gastrite ou encore la toux, découragement et désespoir du personnel. Le mal est profond et la plaie est béante. Pourtant, ce centre reste un maillon essentiel dans la promotion médecine moderne et traditionnelle. Suivant Agibou Koulibaly et Mohamed Sidibé depuis notre station régionale. Dans les locaux sobres et vétustes du centre régional en médecine traditionnelle à Badjangara, des flacons de sirop, des sachets de poudre s'alignent discrètement. Tous portent le label de médicaments traditionnels améliorés. Parmi eux, Hépatizane, indiqué contre l'hépatite et les troubles digestifs, Malarial pour soigner le paludisme simple, Gastrocédal, prescrit dans les cas d'ulcères et de gastrite, ou encore Balembo pour apaiser la toux chez l'adulte et l'enfant. Mais malgré cette diversité, ces produits ne sont presque plus prescrits. Ces joyaux architecturales, rien que vraiment l'architecture, vraiment c'est un embellissement vraiment de la commune, un embellissement du Mali. J'allais même dire un embellissement même de l'humanité. La relance économique de Badjangara doit commencer par ce centre. Sur le plan de la santé, sur le plan de la recherche, nous faisons beaucoup de choses et beaucoup de choses ont été faites. Depuis août 2023 où le décret a été signé, à partir de 2024, 1er janvier 2004 à aujourd'hui, je vous dis même pas un grain de sable d'appui en direction vraiment de ce centre. Et ce centre est un fleuron du pays d'Ogon. À la comptabilité, le constat est amer. Aujourd'hui, le centre apparaît dans un état d'abandon total. 1, manque de personnel. 2, manque de ressources financières. Et à l'état actuel, si les décisions ne changent pas, le dos du centre est en train de se courber et il finira pas se coucher définitivement. Dans la nouvelle création, on dit qu'on appartient à deux ministères, le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un petit blocage où les choses n'arrivent vraiment pas à bouger. Quand on était rattaché à l'INRSP, on faisait la production jusqu'à près de 20 000 à même 30 000 flacons de sirop Balembo par an. Mais maintenant, alors on n'en fait pas parce que non seulement, bon, on n'a pas le financement, et nous, on n'a pas les moyens pour faire la production. Sinon, le besoin est là. Je peux dire le Mali ici, aujourd'hui au Mali. La médecine traditionnelle, d'abord, a pris racine au pays d'Ogon. Par exemple, l'étude de la biodiversité en 2005, nous avons été dans la commune de Dourou, dans le village de Benyumato et dans le village de Dundjuru. Nous avons trouvé une plante qui n'existe nulle part au Mali, si ce n'est pas au pays d'Ogon, et nous l'avons donné l'appellation vernaculaire Sakatra Panya Panya. Et cette plante soigne beaucoup de maladies que nous avons vues. Et on est en train aussi de l'expérimenter ici, contre la typhoïde, contre l'hépatite virale. Avec le cri de cœur des responsables du centre, le gouverneur de région a visité les installations du centre. Il faudrait que nous comprenions que nous avons un centre très important ici, et qui peut soigner beaucoup de maladies que la médecine moderne ne peut pas soigner. Il ne faudrait pas qu'on le laisse à l'oubli. Vraiment, c'est un problème qui concerne tout le monde. C'est également un centre de recherche. Alors, il faut également dire aux étudiants en médecine moderne que Badjangara peut être leur destination pour des thèses et pour des recherches. Le centre régional en médecine traditionnelle de Badjangara n'est pas un centre comme les autres. Il incarne la valorisation scientifique de la pharmacopée africaine et le pont entre médecine moderne et savoirs ancestraux. Mais aujourd'hui, il tire la sonnette d'alarme. Sans soutien financier et politique, cette richesse risque de s'éteindre.
Le président du Conseil national de transition, Malick Diao, informe les membres du CNT que la session ordinaire d'octobre de l'année 2025 débutera demain, lundi 6 octobre. À la cérémonie solennelle d'ouverture de la dite session aura lieu le même jour à partir de 16h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako, CICB. Mise en place terminée à 15h30. Cet événement sera retransmis en direct et en intégralité sur les antennes de l'ERTM et de la radio du Parlement, la 89.4 FM. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous et nous vous informons que les délégations du Niger et du Burkina Faso sont arrivées hier et aujourd'hui à Bamako pour prendre part à cette session. À présent, le bulletin des interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 28 septembre au 4 octobre 2025. Un commentaire de Jocelyne Amoussou. En cette fin de saison hivernale, les forces de défense et de sécurité ont intensifié leurs actions sur l'ensemble du territoire national. Des opérations ciblées ont été conduites afin de garantir la quiétude des populations. Le renforcement du rythme opérationnel marqué par des patrouilles soutenues et des contrôles renforcés a permis de maintenir une accalmie notable sur les théâtres d'opération. Dans la partie ouest, au sein de l'opération NIA, lors d'une opération de reconnaissance et de contrôle d'envergure menée dans la zone de Namaro, nos unités ont intercepté 2 véhicules transportant un important ravitaillement destiné à des groupes armés terroristes. Les éléments saisis ont été mis sous scellé et pris en charge conformément aux procédures opérationnelles en vigueur. Sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Almoho, le dimanche 28 septembre 2025, aux environs de la mi-journée, une unité des forces de défense et de sécurité engagée dans une action d'évacuation sanitaire au profit d'une femme enceinte a été prise à partie par des éléments hostiles aux abords de la localité de Dessa. L'opération a permis sur place de neutraliser plusieurs assaillants et de récupérer 2 motocyclettes ainsi qu'un lance-roquettes. En parallèle, dans le cadre du renforcement des liens armées-nation, les unités déployées à Filengue, sous l'autorité du commandement, ont procédé au lancement d'une campagne de dons de sang le lundi 29 septembre 2025. Cette opération civilo-militaire a permis la collecte de plusieurs dizaines de poches de sang en marge des opérations sporadiques menées par les forces de défense et de sécurité. Plusieurs arrestations ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire. Du matériel ennemi a également été saisi, notamment des motocyclettes et du carburant. Chers compatriotes, les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement à protéger le Niger et sa population contre toute menace. La coopération des citoyens reste essentielle pour garantir et renforcer la sécurité nationale. Dans le cadre de sa mission de promotion d'un développement durable et inclusif, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains du Burkina Faso lance une série d'activités à travers plusieurs localités du pays. C'est ainsi qu'elle a remis au CHU de Bobo-Dioulasso plus de 20 millions de francs CFA. On en sait davantage avec Kassoum Milogo et Sayouba Mambo. Le ministre en charge de l'urbanisme, Mikaïlou Sidibé, remet ici un chèque de 25 millions de francs CFA au directeur général du CHI Souro Sanou pour relever le plateau technique de cette formation sanitaire. Après l'hôpital Souro Sanou, cap est mis sur le CSPS de la trame d'accueil de Dogona, à l'est de Bobo-Dioulasso. Là, le ministre et sa délégation visitent les installations solaires de ce centre de santé, construit et équipé par la Société nationale d'aménagement des terrains urbains, Sonatur. Nous entendons orienter ça vers le service anatomie, pathologie, pour relever le niveau du plateau technique de ces services et permettre la prise en charge des malades de cancer dans la région du Guirico. J'avais posé le problème de l'électrification et un certain nombre de commodités qu'il fallait en tout cas renforcer pour que en tout cas, les soins puissent être de qualité. On avait promis qu'on allait en tout cas les doter de clôtures, d'un incinérateur et également d'apporter une solution au niveau des problèmes d'éclairage. Après la santé, place à l'éducation. L'école primaire publique du quartier accueille les premiers responsables du département en charge de l'urbanisme. Pas pour un cours en génie civil,
mais pour saluer les performances et encourager les acteurs de ce temple du savoir. Au niveau de la Sonature, nous sommes engagés véritablement à accompagner le corps social. Et vous savez, les deux secteurs, que ce soit la santé et l'éducation, font partie des priorités du président du FASO, où il y a des initiatives qui ont été lancées dans ce cadre-là. Toutes ces actions entrent dans le cadre de la responsabilité sociétale de la Sonature, une entreprise citoyenne qui participe à l'amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de la cohésion sociale. Et je reçois sur ce plateau Famourou Djourté qui nous revient justement du stade Mamadou Konaté où on a donné le coup d'envoi de l'édition 2025 du tournoi de football de l'IFOA Zone A cet après-midi. Pas trop fatigué, il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Nyanya, bonsoir à tous et celles qui nous suivent. Alors dites-nous comment c'était là-bas cet après-midi. Alors, avant le duel entre le Mali et le Libéria, les spectateurs ont eu droit à une cérémonie d'ouverture festive en présence du ministre en charge des Sports et plusieurs autres membres du gouvernement. Les étudiants du conservatoire des multimédias Balafassé Kouyaté ont tenu en haleine l'assistance avec des chants et des danses. Ensuite, devant leur public, les cadets maliens ont lancé leur tournoi de la meilleure des manières face à une équipe libérienne qui n'a pas fait le poids. Les nôtres se sont imposés 6-0 suivant les temps forts avec Abdul Karim Kaba. 6-0 pour le Mali, c'est le résultat final de cette rencontre inaugurale face au Libéria. Des buts marqués par Abdoulaye Touré et Sanaba Keïta, 2 fois chacun, Ismaël Kamisoko et Fousseni Keïta. Le Mali démarre bien son tournoi. On va se servir de cette compétition pour finir la préparation, en même temps essayer d'atteindre nos objectifs. Je suis assez impressionnée, je suis fière parce que je vois nos jeunes qui évoluent graduellement. Il y a beaucoup d'améliorations, donc je suis très impressionnée. La cérémonie d'ouverture a été une occasion pour les responsables de la Fédération malienne de football et l'UEFA de vendre la destination Mali. Nous profitons de cette occasion pour demander aux membres de la CAF de l'UEFA que c'est un message que le Mali lance, que nous sommes prêts pour l'organisation d'autres compétitions. Ce que nous sommes en train d'organiser, ce n'est que la première phase de la Coupe d'Afrique U17 qui aura lieu en 2026. Et nous sommes en passe de le réussir avec l'appui du gouvernement malien, avec l'appui du Premier ministre. Monsieur le ministre, soyez notre interprète à tous les niveaux pour dire que l'Ivoire est satisfait. Et nous allons accompagner le Mali pour l'organisation de tournois beaucoup plus grands dans les années à venir, en 2025 et en 2026. La prestation des jeunes du Conservatoire des arts multimédia Balafassé Kouyaté n'a laissé personne indifférent. C'est pourquoi le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'institution civique et de la Constitution citoyenne, a salué les efforts des autorités de la transition en faveur des jeunes du Mali avec les infrastructures rénovées. Le tournoi est bien plus qu'une compétition, c'est une aventure humaine, un creuset d'émotions et d'espoir, une scène où s'expriment les rêves et les talents de notre jeunesse. Cette jeunesse qui, rappelons-le, est au cœur des priorités du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, premier jeune du Mali qui la responsabilise et la porte avec confiance. C'est donc parti pour le tournoi UEFA A, qualificatif pour la CAN de la catégorie en 2026. Durant 2 semaines, 8 pays s'affronteront dans ce tournoi en 2 poules. Pour les rencontres, 3 stades sont choisis. Le stade Mamadou Konaté, le stade Wenzen Koulibaly et le stade Mamadou Djara H de Koulibaly. Est en cours, elles mettent aux prises la Gambie et la Guinée-Bissau. Les cadets maliens feront leur deuxième sortie mercredi 8 octobre à 19h contre la Guinée-Bissau.
Ok, il y avait du beau monde en tout cas, on a vu des personnalités et le RTM bien sûr était au rendez-vous parce que c'était en direct sur nos antennes, n'est-ce pas? Alors nous allons continuer toujours en sport. Le terrain de l'USFAS SNJ a servi de cadre ce samedi au traditionnel sport de masse du département des sports. Et oui, comme chaque mois, une discipline sportive est choisie pour parader l'événement. Pour ce mois d'octobre, c'est la pétanque qui est à l'honneur. Un choix stratégique et inclusif qui a permis de fédérer autour d'un sport souvent méconnu mais accessible à tous, aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes. Bouraïma Diallo et Alkao Traoré ont suivi les activités de ce mois d'octobre pour l'ORTM, suivant leur reportage. Le terrain ex-SNJ a vibré ce samedi 4 octobre au rythme de la traditionnelle marche sportive du département en charge des sports. La discipline choisie pour ce mois est la pétanque. Après les salutations d'usage et la montée des couleurs, les marcheurs du jour avec à leur tête le chef du département des sports ont fait quelques tours du terrain avant de prendre connaissance des règles de jeu de la discipline. La mobilisation que j'ai vue ce matin vraiment m'a impressionné. Donc ça, je vois que c'est l'œuvre de tout le monde. Toute la fédération qui s'est impliquée pour pouvoir mobiliser ces mondes. Ça nous a permis vraiment de montrer aux yeux du monde que notre discipline, elle est là, elle vit. Et puis de dire au monde aussi comment est-ce qu'elle se joue. Nous sommes très heureux tous les mois de nous retrouver autour d'une discipline pour faire le sport de masse. Et nous voyons que les fédérations se soutiennent, parce que nous avons un gros soutien d'autres fédérations ici qui sont venues accompagner la fédération malienne de pétanque et nous nous réjouissons de cela. Et je pense que c'est vraiment ça un des objectifs. Le premier, c'est vraiment de donner encore un peu plus de visibilité à nos disciplines qui sont en train d'œuvrer tous les jours pour faire briller le drapeau du Mali. Lancé en 2023 dans le cadre de la promotion du sport et de l'activité physique auprès de la population, cette initiative de sport de masse est devenue un rendez-vous majeur du département en charge des sports. Oui, la pétanque qu'on découvre. C'est tout, Famourou Djourté, pour l'actualité sportive. C'est l'essentiel pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous continuons ce journal. Abdul Jalil Aïdara, guide spirituel et grand mécène, a été conduit à sa dernière demeure à Ségou ce jour dimanche 5 octobre. Le défunt, malheureusement, la victime d'une attaque lâche et barbare des hommes armés ce jeudi sur l'axe Ségou-Bamako. Les populations ségouviennes et les communautés religieuses ainsi que les autorités ont rendu un dernier hommage à l'hélice disparue. Retrouvons le reportage de Candy Sila et Bassi Traoré. Abdul Jalil Aïdara, celui que les populations ségouviennes dans toutes leurs composantes accompagnent à sa dernière demeure, est un homme politique, un chef religieux, voire un guide spirituel, mais surtout un mécène hors pair à travers sa fondation Cheikh Majour Aïdara. Rare de trouver une mosquée à Ségou et au-delà, un cimetière, un centre de santé qui n'a pas bénéficié des œuvres sociales de l'homme et de sa fondation. Toutes les grandes fêtes musulmanes ont été une occasion pour Jalil de venir en aide aux couches vulnérables à travers des opérations. Opération Tabaski, Opération Ramadan. L'une des toutes dernières activités de Jalil a été la remise des kits et équipements aux orphelins et veuves à l'occasion de cette rentrée scolaire comme à l'accoutumée. Nous veufs, nous saluons ces gestes de Jalil pour ses réconforts aux orphelins. Nous disons merci. Abdul Jalil Mansour Aïdara est véritablement un homme pieux, un philanthrope, un homme qui aujourd'hui a tout fait pour les pauvres, pour sa patrie Ségou, pour le Mali et pour toute l'humanité à travers la religion musulmane. Jalil ye bara fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ a dogon tɛ diɲɛ maa si la. Anw yɛrɛw bɛ ka kuma de jija de kɔnɔna la parce que n'an karamɔgɔ y'an bila kuma na wajibi d'an bɛ kuma sinon an bɛ yɔrɔ min na kuma ma nɔgɔ an ma. Pour ce dernier hommage, le Mali entier et des délégations venues de la sous-région ont tenu à saluer la mémoire de cet homme
arraché à l'affection de tous par des hommes armés sur l'axe Bamako-Ségou, un peu avant Konobo. Le jeudi, dans l'après-midi, effectivement, nous avons eu la triste nouvelle de la perte de honorable sur la route Ségou-Bamako. Et dès les premiers instants, les autorités se sont déployées pour circonscrire effectivement l'événement. Le défunt était une personne vraiment très renommée dans la région, compte tenu de toutes ces œuvres sociales qu'il a eu à faire. Au nom du gouverneur de la région de Ségou et du gouvernement, nous présentons les condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Repose en paix Abdul Jalil Haïdara, érudit et grand croyant dans la lumière divine, puisse ta vie inspirer le commun des mortels. Et je vous propose de suivre quelques témoignages sur Abdul Jalil Haïdara. Des collaborateurs et compagnons parlent ici de la grandeur d'âme de l'Ulysse disparu. Ils sont au micro de Boubacar Babletouri. C'est une grande perte pour la nation malienne. Puisse Allah nous donner la patience d'accepter cela. Puisse-t-il nous donner la résilience de comprendre aussi qu'il s'agit d'une décision d'Allah que personne ne saurait contester, qu'on ne peut que accepter malgré la douleur. Voilà. La douleur qui nous habite aujourd'hui. Oui. Il a quitté vers 15h, il a parlé avec lui-même. Et à 16h, on l'appelle pour lui annoncer son décès. Oui. Allah en a décidé ainsi. Oui. Il a donné toute sa vie pour nous, pour les pauvres, pour les démunis. Nous présentons la condoléance nationale à notre famille Haïdara, une famille qui a perdu un homme d'État, un homme qui mesure 1000 hommes, un homme de charité, un homme de bienfaisance, un homme de rassemblement, un homme qui a fait à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a donné tout son service à l'humanité. L'État malien a perdu un grand fils. On a beaucoup de regrets de la perte de Cheikh Abdul Jalil Mansour Haïdara, l'homme de Dieu, l'homme qui aime Allah, qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même il aime les gens. Il nous a vraiment aidés. C'est grâce à lui que nous sommes maintenant une grande association. Abdul Jalil Mansour Haïdara, on a cheminé ensemble au niveau de l'Assemblée nationale de 2014 à 2020. J'ai connu l'homme, je l'ai côtoyé, je l'ai approché. C'est quelqu'un qui est très humble. C'est quelqu'un qui a toujours agi dans le domaine de l'humanitaire. Il a toujours assisté les pauvres, les démunis, les orphelins. C'est quelqu'un, au cours de ses différentes missions, n'a jamais eu d'écart de langage avec ses proches. C'est également quelqu'un qui a toujours soutenu la religion. Donc je ne connais que du bien du monsieur. Et franchement, c'est une grosse perte pour le Mali. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Et à la suite de l'assassinat de Abdul Jalil Mansour Haïdara par des hommes armés, plusieurs communiqués sont parvenus à notre rédaction. Ainsi, le Haut Conseil islamique du Mali, le Conseil fédéral national des adeptes de la Tariqa Tidjaniya, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, tous condamnent avec la plus grande fermeté les circonstances de l'assassinat de Abdul Jalil Mansour Haïdara survenu le jeudi 2 octobre 2025 sur la route de Ségou. Tous s'inclinent devant la mémoire de l'illustre disparu, à sa famille et à toute la communauté musulmane durement éplorée. Ils adressent leurs condoléances les plus sincères en leur exprimant toute leur compassion et leur solidarité. Que son âme repose en paix. Amen. Bon début de semaine à tous. Grand merci à toute l'équipe de réalisation et à la rédaction. Bonsoir à tous.
Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses,